Le tableau a été acheté par Luigi Mallet sur le marché des antiquaires. Nous le voyons maintenant de près et de face, mais à l'origine, il se trouvait au sommet d'un autel en bois et la distance d'observation était bien plus grande, avec une vision de bas en haut. L'envers est aussi décoré, ce qui nous laisse à penser qu'il s'agit de la simèse d'un autel en bois situé au milieu du chœur d'une église inconnue, qui pouvait être vue des deux côtés. Les Saintes Écritures ne mentionnent pas la mort et l'Assomption de Marie au ciel. Ce sont les textes apocryphes et, au Moyen-Âge, la légende dorée de Jacques de Voragine qui nous fournissent des détails sur lesquels les artistes s'inspireront par la suite. Au début, la représentation la plus répandue est celle de Marie sur son lit de mort, ou déposée dans le sarcophage, également appelé dormition, suivie de la scène de l'Assomption. Puis, à la Renaissance, le sujet se transforme et cueille la stupeur et le désarroi des apôtres autour du sépulcre. Marie est représentée dans un éblouissant cône de lumière, au centre de nuages spiralés et condensés comme une fumée. La figure de la Vierge est immobile, il ne reste que la vitalité de son manteau qui se meut impétueusement et l'exultation des anges dont le contour enchevêtré vibrant d'air. Ici, Marie n'est pas représentée au moment de l'Ascension, les bras et le regard tournés vers le ciel comme dans certaines œuvres célèbres. Désormais élevée à la gloire des cieux, elle regarde avec amour les apôtres. Sur un fond bleu, difficile à entrevoir encore, le groupe des apôtres assiste ravi et déconcerté à la vision miraculeuse. Leurs auréoles, elles aussi quasi disparues, se distinguent seulement sous un regard attentif. Le peintre anonyme montre les différentes réactions des apôtres. Ceux qui lèvent la tête parce qu'ils ont compris la volonté divine, ceux qui baissent les yeux, incrédules, et ceux qui au contraire nous regardent, nous demandant de participer à l'événement prodigieux. Adhésion, doute et témoignage sont des réactions pleinement humaines. Sur les côtés de la scène, le geste des mains en prière des deux apôtres qui forment un lien triangulaire avec les mains jointes de la Madone, en haut, acquiert une valeur particulière. Le peintre a voulu ainsi souligner la fonction d'intermédiaire, de médiation entre Dieu et l'homme qui, à partir de ce moment-là, revient à Marie. En outre, la scène est divisée en deux registres, avec les apôtres rassemblés en bas, autour du sarcophage, et la vision céleste de la Vierge dans la partie supérieure. Il semble que notre peintre ait voulu séparer la terre du ciel, la dimension humaine des apôtres, de celle divine de Marie. Le thème de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire son ascension au ciel, accueillie au paradis, contient encore quelques références à sa mort terrestre, représentée par le sarcophage placé au centre du registre inférieur. Le peintre l'a-t-il peint ouvert ou recouvert d'une dalle ? C'est une question difficile à résoudre. Mais qui est l'auteur de ce tableau ? Nous n'avons pas de nom précis. C'est pour cela que les spécialistes ont adopté la définition générique de peintre piémontais. Il faut penser à un peintre qui s'est formé dans un atelier de la première moitié du XVIIe siècle, encore lié à certains archaïsmes figuratifs, et pourtant attentif à la lumière qui frappe les apôtres à gauche et à une caractérisation affectueuse de leur visage. Les étranges nuages qui soutiennent l'Assomption de Marie suggèrent une visite au village d'Elva, dans la haute vallée Maïra. Leur texture, aussi laineuse que grise, évoque les pelotes de cheveux réunies au musée Pels, dédié au métier traditionnel de cavier, c'est-à-dire aux ramasseurs et commerçants de cheveux. Dans le petit village d'Elva, il y a aussi un cycle de fresques peintes dans l'église paroissiale dédiée à l'Assomption. Le peintre de la fin du XVe siècle, Hans Klemmer, représente sur une paroi latérale de l'abside la dormition de Marie, inspirée des évangiles apocryphes. Parmi les particularités qui ont émergé du cycle d'Elva, il y a l'utilisation du noir de mica, un pigment minéral étranger à la tradition italienne, mais typique de la zone nord de l'Europe, qui confirme l'origine nordique du maître.